Bonjour, Gmara de Rosh Hashanah. On est à la page en fait 15b. La question qu'on a posée à la fin de notre dernière vidéo, c'était la dernière ligne de la page 15a. Alors, on avait vu donc dans cette discussion entre Rabat et Abaye que au fond, enfin en tout cas avec les deux avis qui ont été rapportés par Rabat et Rav Hamnouna, qu'au fond, la chose qui les différenciait, c'était sur le biour, l'obligation de faire le biour quand on parle d'un étrog qui arrive de la 6e à la 7e année ou de la 7e à la 8e année. Bon, on a donc donné une dernière braïta, on avait donné une dernière braïta qui disait la chose suivante, on va la refaire la toute dernière, qui était une réponse justement sur ce problème, à savoir à propos du biour, parce que au fond la difficulté qui existe, c'est que quelque part, apparemment pour Hamnouna et pour Rabat, ils sont d'accord sur un point qui est celui du biour, mais qui est du coup difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que techniquement c'est pas vraiment le sujet au fond. En tout cas, dans une autre braïta, on avait montré que Rabbi Shimon ben Yehuda, au nom de Rabbi Shimon, on avait montré qu'au fond, bon, il disait quasiment la même chose, sauf sur la question du biour. Donc c'est cette évacuation des fruits issus de la Shemitah qu'on a à la maison, et que quand il en reste dans les champs, on est censé justement donc les évacuer ce qui reste. Tant qu'il en reste dans les champs, on peut les garder, et dès qu'il n'en reste plus, on doit les enlever de la maison, si j'ai bien compris, à la fin. Alors, donc justement maintenant, la question avait été posée, on avait rapporté en fait une discussion des Tanaïm, on a dit que finalement toute la discussion qu'on a étudiée la dernière fois, c'était une discussion qu'on retrouvait chez les Tanaïm, d'accord, les Ramad Mishnah. Parce qu'il a été enseigné dans une braïta, que Rabbi Yossé a dit, Avtolmos a témoigné au nom de 5 anciens, que en ce qui concerne les l'étrog, on va d'après la cueillette pour le maaser. Cependant, nos sages ont voté à Ousha, qui était une des villes où il y avait là-bas les Sanhedrin, après la destruction du temple, et ont déclaré, on va d'après le moment de sa cueillette, tant au regard du maaser que de la Shemitah. Et alors, la Gemara pose la question, mais qui a mentionné quoi que ce soit à propos de la Shemitah ? Bon, question qui est surprenante au fond, parce que, bon, quand tu me parles du biour et que tu me parles bien de la 6e à la 7e année, puis de la 7e à la 8e année, bon, quelque part, on voit bien qu'on parle de la Shemitah. Donc pourquoi est-ce que... alors on n'a peut-être pas mentionné la Shemitah en tant que telle, mais à partir du moment où on parle du biour, et qu'on parle d'une loi qui correspond à un problème lié à la Shemitah, il n'y a pas de doute. Je ne vois pas très bien en fait. Alors on va voir ce que dit Rashi sur ce point, justement, sur la question qui a donc été posée, qui était donc cette dernière question qu'on a posée la dernière fois, puisque la Braïta ajoute que les sages ont voté également au sujet du facteur déterminant du statut de la Shemitah. C'est que de toute évidence, il y a une divergence d'opinion en la matière. Mais on n'a pas fait mention d'aucune opinion de ce genre dans la Braïta. Donc notre Braïta principale, il n'y avait pas d'opinion sur la Shemitah. Ou peut-être dans cette Braïta que je viens de citer à propos des Tanaïm, qui nous disent que en fait, il y aurait une divergence d'opinion. Or là, on montre pas vraiment de divergence. Bon. Alors c'est soit là, soit là. Puisque la Braïta ajoute que les sages ont voté également au sujet du facteur déterminant du statut de la Shemitah, c'est que de toute évidence, il y avait une divergence d'opinion. Ah voilà, ça y est, non c'est ça, c'est au niveau même du texte. C'est-à-dire que ce que je viens de donner comme Braïta, et qui montre la discussion qui avait eu lieu entre les Tanaïm, les sages disent qu'ils ont voté et ils ont déclaré que il en va de même pour la cueillette, d'accord, à propos de la cueillette, que c'est aussi bien pour le maaser que pour la Shemitah. Et donc Rachid explique, c'est quand même étrange parce que puisqu'il y a eu un vote quelque part, c'est qu'il y a eu divergence d'opinion. Mais en général, une divergence d'opinion, on l'affiche, on met, voilà, tel rabbin pense ceci, tel rabbin pense cela. Or c'est pas noté. On n'a pas écrit qui pense quoi. Juste, on sait qu'ils ont voté pour la Shemitah.
Sauf que la discussion, elle était sur le maaser. Voilà la bizarrerie, hein. Je répète la braïta. Hein. Avtolmos a témoigné au nom de 5 anciens. Qu'en ce qui concerne le hétrog, on va d'après le moment de la cueillette. Pour le maaser, d'accord? Donc pour la récolte, on va d'après donc la cueillette pour le maaser. Cependant, les sages ont voté et ont déclaré qu'on va d'après le moment de sa cueillette, tant au regard du maaser que de la shemitah. En fait, ils disent la même chose, mais là où ils ne disent pas, c'est au niveau de la shemitah. Donc, Avtolmos a témoigné au nom de 5 anciens à propos du hétrog, on va d'après le moment de sa cueillette pour le maaser, et les sages ont voté que on va d'après les cueillettes, tant au regard du maaser que de la shemitah. Alors, c'est vrai que c'est une braïta un peu bizarre, maintenant qu'on y pense. Hein. Quand on relit un peu, là, c'est vrai que tu vois que que Avtolmos nous déclare qu'on va selon le maaser, que pour le maaser, on va selon la cueillette, donc on décide par rapport au moment de la cueillette. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'ils ont voté, qu'effectivement, ils vont selon la cueillette, quoi, pour le maaser. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Pas grand-chose, en réalité. Et, par ailleurs, ils te rajoutent qu'ils vont aussi pour la shemitah. Bon. Donc, ça doit être une partie d'une braïta. Pas une braïta entière, parce qu'il y a l'impression qu'il manque quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous répond la Gemara à propos de la shemitah? Chisore, michasera, veachi katane. C'est comme s'il manquait à la braïta quelques mots. Et voici comment elle devrait être enseignée. D'accord? Donc en fait, il manque effectivement, on a l'impression qu'il manque des mots dans cette braïta. Etrog acha liketato le maaser, veacha chatana, les shvit. Tout simplement, ils répondent comme ça. Donc Avtalmos a témoigné au nom de 5 anciens. Quand il concerne le etrog, on va d'après le moment de la cueillette pour le maaser. Donc ça, c'est ce qui est écrit. Et voilà ce qui manquerait. Veachar chanata les shvit. Et d'après ce moment, et d'après le moment de son éclosion pour la shemitah. C'est-à-dire que puisqu'il te donne ici la logique pour le maaser, ça sous-entend que pour le moment de la shemitah, qu'au moment de la shemitah, il y a une différence, puisqu'ils ont voté les deux pour la cueillette. Donc c'est qu'ici, on va plutôt selon l'éclosion pour la shemitah. D'accord? Comprenez pourquoi on dit ça? Parce que et donc la suite, ça se terminerait comme ça, et je vais vous le dire après. Cependant, nos sages ont voté à Osha et ont donc décidé qu'il faut aller d'après le moment de sa cueillette, à la fois au niveau pour le maaser et à la fois pour la shemitah. C'est-à-dire que on fait comme effectivement s'il avait manqué un morceau, et puisque la plupart des fruits, on va selon l'éclosion, sauf le hétrog, c'est que lorsqu'ils ont parlé du sujet du hétrog et qu'ils ont parlé du maaser, c'est que a priori, ils pensaient que pour le hétrog, ça allait comme pour les autres fruits, c'est-à-dire selon l'éclosion. Ok? Donc voilà. Alors la cueillette détermine l'année à laquelle va appartenir l'étrog par rapport au maaser relativement aux deux lois suivantes. L'obligation de prélever la terouma ou le maaser d'une récolte sur les produits d'une même année. Ainsi, on peut désigner un hétrog comme la terouma, le maaser d'autres hétrogim, ou l'autoriser par la désignation d'autres hétrogim comme terouma ou maaser. Seulement, si tout le lot est cueilli au cours de la même année, mais pas quand ce lot a éclos dans la même année et que sa cueillette se poursuit sur diverses années, ainsi comme nous l'avons vu donc un peu avant. Parce qu'on a vu que le hétrog, tu peux le garder très longtemps et que ça ne cesse de se nourrir en fait. C'est pas comme la plupart des fruits qui gardent en eux la sève de l'année pour l'année courante. Alors que le hétrog donc prend son eau, on va dire régulièrement, et ne cesse d'augmenter, de grossir, etc. Alors petit b, la détermination de l'année à laquelle l'étrog appartient, est-ce une année soumise à l'obligation de maaser sheni ou de maaser ani? À titre d'exemple, l'étrog qui, au cours de la 4e année, sera soumis au maaser sheni, même s'il a éclos dans la 3e année. Donc on voit bien qu'on va selon la cueillette, si on a bien compris. D'accord? Alors pas ici justement. Parce que justement, et puisqu'on a donné cet exemple, l'étrog cueilli au cours de la 4e année est soumis au maaser sheni, même s'il a éclos dans la 3e année. C'est ça. Non, c'est bien ça. Donc on va selon la cueillette. On l'a bien vu à plusieurs reprises dans d'autres endroits, à la page 14b, qu'on allait selon la cueillette.
Bon, bah, quelque part, ici, la Gemara vient nous confirmer la chose en réalité. Attendez, je vais juste mettre... Voilà. Alors, la raison pour laquelle c'est la cueillette et non l'éclosion qui sert à déterminer l'année du hétrog. On regarde du maaser, réside dans le mode de culture de ce fruit, ben c'est bien, j'avais compris, lequel pousse sous l'effet de l'irrigation, comme un légume. Or, l'année du maaser d'un légume est liée à la cueillette précisément pour cette raison, comme on l'avait vu en 14a. Et puisque le hétrog partage avec le légume cette caractéristique essentielle, d'accord, le hétrog, il est comme le légume sur ce niveau. Les sages lui ont donc conféré le même mode de détermination du maaser que pour les légumes, comme la Gemara l'a expliqué dans le traité Kiddushin, mais en fait, comme on l'a vu tout à l'heure en réalité, enfin quand on l'a vu dans la vidéo d'avant. Théoriquement, ou les quelques vidéos avant, théoriquement, le statut de maaser d'un hétrog de la 6e année entrant dans la 7e année, ou d'un hétrog de la 7e année dans la 8e année, devrait aussi être déterminé selon ce critère. Mais puisque la Shemitah intervient, même Avtolmos reconnaît qu'en pratique, la loi va être donc différente, comme on va le voir tout de suite. Comme on l'a vu dans notre braïta actuel. Par contre, sous tous les autres aspects, le cédratier est traité comme les autres arbres. C'est pourquoi l'étrog sera étiqueté au regard de la Shemitah en fonction de son éclosion. Ainsi, les fruits éclos au cours de la 7e année sont voués à l'abandon et soumis à la loi du Biour, même s'ils ne sont cueillis que durant la 8e année. Ah! Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut aller au moment de sa cueillette à la fois relativement au maaser et au moment de la Shemitah. Et donc, nous précise effectivement notre Marak, c'est que Rabba et Rav Hamnuna allaient selon l'opinion d'Avtolmos, puisqu'il dit qu'il faut appliquer le Biour. S'il applique le Biour, dans les cas qui ont été cités par Rabba et Rav Hamnuna, c'est que ceux de la vidéo d'avant, eh bien, c'est que on va selon l'idée que la Shemitah va selon la cueillette. Ok? Alors, la version corrigée des paroles d'Avtolmos sous-entend que le statut d'un hétrog relativement à la Shemitah, d'accord, est lié exclusivement à l'éclosion du fruit, et ce, à tout point de vue, y compris pour ce qui est donc du biour et de l'abandon. Par conséquent, un hétrog qui va éclore au cours de la 7e année est soumis à la loi du biour, même s'il n'a été cueilli que dans la 8e année. Du même coup, alors c'est bizarre parce que il y a quand même écrit ici que ça va selon la cueillette, donc je ne vois pas pourquoi il me dit maintenant c'est le biour, qu'on applique le biour du coup. Parce que si tu appliques la cueillette et que tu cueilles au niveau de la 8e année, eh ben la 8e année c'est pas la Shemitah, c'est seulement si tu la cueilles pendant la Shemitah. Alors, ah, d'accord. Pardon, ce sont les sages qui disent que ça va selon la cueillette. Mais justement, Avtolmos, est-ce que je prononce bien son nom d'abord? Avtolmos, lui, justement, c'est ce qu'il disait, puisqu'il insistait sur la cueillette pour le maaser, c'est qu'il sous-entendait que pour l'éclosion, c'était la Shemitah. Que pour la Shemitah, ça va selon l'éclosion. D'accord, hein, vous avez compris cette notion d'éclosion, je rappelle, hein, les notions de l'éclosion et la notion de la cueillette. L'éclosion, c'est-à-dire qu'on détermine quand est-ce que le fruit va être, à quelle période est soumise un fruit. Elle est soumise dans sa période donc, de la Shemitah pour Avtolmos, quand il éclot pendant la Shemitah. Alors que les rabbanim vont dire non, c'est quand on va le cueillir. C'est-à-dire que si tu le cueilles à la Shemitah, il est soumis à la Shemitah. Si tu le cueilles après la Shemitah, la 8e année, il sera soumis donc au moment de sa cueillette, donc il ne sera pas il sera pas considéré comme un fruit de la Shemitah, mais pour Avtolmos, puisqu'il a éclos la 7e année, pendant la Shemitah, si tu le cueilles après la Shemitah, il sera soumis au fruit de Shemitah, en fait, même après, dans la 8e année, parce qu'il a éclos pendant la 7e. Donc on est dans cette logique-là pour Avtolmos, et c'est a priori la logique de Rabba et de Rav Hamnuna. Et donc la braïta qui a été rapportée, qui est une discussion des Tanaïm pour montrer d'où viennent finalement l'opinion de Rabba et de Rav Hamnuna, qui est cette braïta de la discussion avec Avtolmos et les sages, eh bien, tend à montrer qu'effectivement, finalement, ils pensent comme Avtolmos, mais on a dû rajouter quelques mots pour pouvoir l'expliquer. Et on l'a rajouté parce que la logique nous demandait de la rajouter, puisqu'on avait vu que
les rabbins ont tranché pour la Shemitah autant que pour le Maaser. Or, comme la Shemitah n'a pas été citée, c'est que a priori, elle a dû être citée, on va dire, dans un statut opposé. Hein, c'est-à-dire que autant Avtalmos est d'accord avec les rabbins pour le Maaser, et c'est pour ça que c'est cité, mais puisqu'on n'a pas cité la Shemitah, c'est qu'on a supposé qu'il pensait pour l'autre version, c'est-à-dire la version que tout le monde pense au niveau des fruits, c'est-à-dire l'éclosion, c'est-à-dire que pour le cas du hétrog, on va selon l'éclosion comme les autres fruits, pour la Shemitah en tout cas. Alors, c'est très bien. Alors, écoutez, il y a un grand commentaire, on va le faire entièrement, sur cette dernière affirmation que j'ai dit ici, de cette petite braïta. C'est le tout début de la page 15b, mais le commentaire est immense. Alors, la version corrigée des paroles d'Avtalmos sous-entend que le statut d'un hétrog, relativement à la Shemitah, il est exclusivement à l'éclosion du fruit, et ce à tout point de vue. Donc, y compris pour ce qui est du biour et de l'abandon. Bon, jusque-là, je pense que c'est clair. Donc le biour, l'abandon, cette notion qui tourne autour de la Shemitah, tout ça, c'est donc lié tout simplement à l'éclosion du fruit. Donc, si le fruit éclot, donc par conséquent, un hétrog qui éclot au cours de la 7e année est soumis à la loi du biour, même s'il n'a été cueilli que dans la 8e année. Du même coup, il devient voué à l'abandon et dispensé de maaser. Alors, Rabba et Rav Hamnuna s'appuient sur cette opinion et pensent que, contrairement à Rabbi Shimon ben Yehuda, qu'un hétrog éclos au cours de la 7e année et cueilli dans la 8e est dispensé du maaser, mais il est soumis au biour. C'est ce qu'on avait bien vu. C'est un grand résumé là. Ils soutiennent également, en vertu de cette même opinion, que le hétrog éclos au cours de la 6e année et cueilli dans la 7e année et donc aussi dispensé du biour. Jusque-là, tout va bien. Je répète, ils soutiennent, en vertu de cette même opinion, que le hétrog éclos au cours de la 6e année et cueilli durant la 7e année, donc dispensé du biour, puisque c'est un fruit qui vient d'avant. Ils ne sont en désaccord que sur le statut d'un tel fruit relativement au maaser. Le hétrog, puisque le hétrog éclos dans la 6e année, classé parmi les fruits de la 6e année à tout égard, comme nous avait dit Rav Hamnuna, il n'est pas assujetti à la Shemitah, puisque c'est un fruit de la 6e année, et n'est donc pas légalement voué à l'abandon, tout simplement. C'est pourquoi il est soumis au maaser, mais Rabba pense, lui, que même s'il n'est pas légalement voué à l'abandon en vertu de la loi de la Shemitah, un tel hétrog n'en demeure pas moins dans les faits abandonné, puisque le propriétaire ne peut empêcher les passants d'y toucher pendant la Shemitah, et donc il a abandonné sa propriété dessus, et quelque part, puisqu'il ne va pas aller récolter des fruits qu'il pense qu'ils vont être volés de toute façon, il a abandonné son arbre pendant l'année de la Shemitah, non pas parce qu'il doit l'abandonner, mais parce que comme les gens vont rentrer dans son champ, ils vont tous se servir, alors lui, il dispense de maaser, même à ce moment-là. Les paroles d'Avtalmos réfutent efficacement l'objection qu'a soulevée la Gemara contre Rabba et Rav Hamnuna à partir du second enseignement de Rabbi Shimon. En revanche, il n'apparaît pas clairement comment ces propos réfutent l'objection qu'a soulevée spécifiquement la Gemara contre Rav Hamnuna à partir du premier enseignement de Rabbi Shimon qui d'indiquer que son auteur soutient les vues de Rabba concernant l'exemption du maaser d'un fruit manipulé par tout le monde. Bon. Peut-être faut-il dire que Rav Hamnuna, tout en admettant que Rabbi Shimon soutient l'opinion de Rabba en la matière, pense néanmoins qu'Avtalmos, pour sa part, conteste aussi ses vues, et que, au fond, Avtalmos, si j'ai bien compris, voilà, c'est-à-dire qu'en effet, l'affirmation sans équivoque d'Avtalmos selon laquelle le statut de Shemitah à tout égard, y compris l'abandon, est lié à l'éclosion du fruit, indique que seul un abandon réel a le pouvoir d'exempter le fruit du maaser. Donc c'est plus cette notion d'abandon comme Rabba qui le montre. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu laisses, alors peut-être l'abandon réel ici au niveau du statut de la Shemitah, l'éclosion du fruit indique que seul un abandon réel a le pouvoir d'exempter le fruit du maaser, donc pas celui de l'abandon de quelqu'un qui viendrait voler tes fruits, donc tu dis, de toute façon mon arbre il est foutu, j'irai pas le cueillir. L'opinion d'Avtalmos, telle que vient d'expliquer la Gemara, est identique à celle de Rabban Gamliel, qui a été citée, qu'on avait citée à la page 14b, car ce dernier avait lui aussi déclaré que le statut du hétrog, relativement à la Shemitah, est lié à son éclosion, et son statut relativement au maaser, à sa cueillette.
Donc, pour le Maaser, la cueillette, pour la Shemitah, son éclosion. L'Agmara aurait donc pu répondre que Rabba et Rav Hamnouna, finalement, suivent l'opinion de Rabban Gamliel qui était cité plus haut, sans avoir besoin d'aller nous ramener la Braïta d'Av Tolmos. Ça, c'est ce que nous dit Tosfot. C'est bien vu, monsieur Tosfot. Toutefois, elle a choisi de la citer parce qu'elle s'appuie sur 5 anciens. Alors, comme Avtolmos te dit qu'il a vu 5 anciens et que les 5 anciens sont des personnalités, c'est pour ça que tu as l'appui de 5 rabbins, quoi, en quelque sorte, alors que Rabban Gamliel, c'est un seul. De plus, il est possible que Rabban Gamliel lui-même déduise son opinion du témoignage d'Avtolmos, qui en serait alors une source première. Puisqu'on est dans une discussion des Tanaïm, que Rabban Gamliel, a priori, n'est pas des Tanaïm, a priori, on a l'impression que, en fait, est-ce que Rabban Gamliel est un Tana ou un Amora? Je ne me rappelle plus. Je vais vérifier page 14b si on cite Rabban Gamliel dans une Mishnah ou dans la Gemara. Non, Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, c'est la Mishnah. C'est pas la Mishnah, c'est la Gemara. Non. Rabban Gamliel aussi, c'est la Mishnah, évidemment. D'accord. Ok, donc en fait, dans les deux cas, on a effectivement une source de Tanaïm, c'est-à-dire de gens qui ont vécu avant la Gemara, et donc leur source est toujours plus forte, donc ils auraient pu effectivement se soutenir avec Rabban Gamliel, mais on a pensé que même Rabban Gamliel, dans l'époque de la Mishnah, s'est fié au témoignage d'Avtolmos avec les 5 anciens. Ancien, c'est pas un terme, anodin, hein, dans la Torah. Dans la Gemara, hein, quand on parle d'un ancien, peut-être on parle même d'une génération qui avait encore eu contact avec les rois, par exemple, hein, ou la Knesset Hagedolah, c'est-à-dire les derniers de la grande assemblée. Bon, c'est pas anodin, théoriquement, en tout cas, ancien, ici, quand on cite 5 anciens, c'est qu'on n'est pas juste en train de citer 5 rabbins instables, comme ça. C'est vraiment un autre niveau de témoignage, en tout cas. Alors, en résumé, l'Agmara a consigné 4 opinions de Tanaïm sur le mode de détermination d'un statut du Hétrog relativement au Maaser et à la Shemitah. Alors, on va faire ce résumé, il est bien. Donc, l'Agmara nous donne 4 opinions en tout. On a vu 4 opinions de Tanaïm sur le mode de détermination d'un statut du Hétrog. On est en train de discuter donc sur le statut du Hétrog vis-à-vis du Maaser et de la Shemitah. On a eu 4 opinions. Rabbi Eliezer, qui avait été cité dans une Mishnah, d'accord, et Rabban Gamliel, on a ces 2 opinions. Alors Rabbi Eliezer, qui nous avait dit, estime que le statut du Hétrog se définit par rapport à l'éclosion du fruit, aussi bien vis-à-vis du Maaser que de la Shemitah. Les sages de Husha, dans la toute dernière braïta qu'on a vue, affirment le contraire, à savoir que qu'à ces 2 égards, le statut du Hétrog se définit par rapport à la cueillette du fruit, donc aussi bien donc pour le Maaser que pour la Shemitah. Avtolmos nous a rapporté donc un témoignage qui est a priori la même position que Rabban Gamliel dans la Mishnah qui avait été citée pour lui, et qui nous disent donc qu'il y a une distinction entre Maaser et Shemitah. Pour le Maaser, le statut d'Hétrog se définit par rapport à la cueillette, mais pour la Shemitah, il se définit par rapport à l'éclosion du fruit. Et Rabba et Rav Hamnouna, qui sont de cet avis, dispensent de la loi du Biour, inhérente à la Shemitah, le Hétrog de la 6e année cueilli dans la 7e, mais ils soumettent l'Hétrog de la 7e année cueilli dans la 8e. Et malgré ce raisonnement qui leur impose d'affecter un tel Hétrog à la 8e année en matière de Maaser, ils le dispensent néanmoins du Maaser, parce que les lois de la Shemitah l'auront soustrait à toute propriété. D'accord ? Je vais refaire ce point. Donc malgré tout ce raisonnement qui leur impose d'affecter un tel Hétrog à la 8e année en matière de Maaser, c'est bon, donc j'ai compris. Alors, ils le dispensent néanmoins de Maaser parce que les lois de la Shemitah l'auront soustrait en toute propriété. D'accord. Alors, ils le soustraient en toute propriété, mais ça va dépendre justement. En revanche, le Hétrog de la 6e année, qui est cueilli dans la 7e année, est considéré comme un Hétrog de la 6e année en matière de Shemitah, puisque ça dépend de l'éclosion. Donc, il a éclos la 6e année, donc si je l'avais cueilli la 7e année, j'aurais pu le manger, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème de le cueillir, parce que ça appartient en fait à l'année de la 6e année. Mais il n'est donc pas voué à l'abandon, et je ne suis pas censé le laisser pourrir, etc. Et c'est pourquoi Rav Hamnouna l'astreint au Maaser. Mais Rabba juge que ça n'est pas la peine de l'astreindre au Maaser, tout simplement parce que il va être quand même abandonné, puisqu'il y a des gens qui pourront le voler, et donc
il va abandonner sa propriété là-dessus. Donc voilà, on a fait un résumé de toutes ces positions. Et il y a également une dernière opinion, qui est celle de Rabbi Shimon ben Yehuda au nom de Rabbi Shimon, qui pensait, comme on avait vu, alors pour ceux qui se rappellent, et il faut revoir les 5 dernières vidéos entre nous, hein, alors qui pense quoi? Qui pense du moins en ce qui concerne la loi du Biour, qu'un étrog n'est soumis à la loi de la Shemitah que s'il est à la fois éclos et cueilli au cours de la 7e année. Ok? Donc le étrog n'est soumis à la loi de la Shemitah que s'il est à la fois éclos et cueilli au cours de la 7e année. Voilà. Bon. Mais en fait, ça rejoint l'opinion d'avant. Si tu l'éclos et qu'il est cueilli, bah, il est cueilli. Ah, parce que lui, dès que tu dépasses, c'est fini. Oui, bah, il se casse pas la tête, lui, parce qu'il met les deux en même temps. Bon. Qui suggère que telle est peut-être en fait la loi biblique. Alors, Ramban, sur ce passage, alors apprenez ça, apparemment, il pense que c'était ça la loi de la Torah à l'égard de tous les fruits, et que tous les Tanim qui soumettent un fruit à peine éclos durant la 7e année de la loi Shemitah ne le font que du point de vue rabbinique. Donc en réalité, au départ, c'était éclosion et cueillette la même année, tout simplement. C'est la loi de la Torah en réalité. C'est l'idée que la Torah avait sur comment on gère la Shemitah pour les fruits. Ce qui était assez logique finalement, la Torah la plus logique de toutes, pour moi. Parce que oui, bon, on est dans une année, voilà, il a éclos ou il est cueilli, voilà, tu les prends. Ce qui paraissait logique. Mais du point de vue rabbinique, on a juste essayé de comprendre pourquoi la Torah avait pensé comme ça, et en extrapolant, bah, du coup, ça dépasse forcément la Shemitah, ça a éclos dans l'année. Si tu attends un peu, ce fruit est le même qui a éclos pendant l'année de Shemitah. Donc, ils ont imposé quelques limites. Alors, l'étrog n'est pas non plus soumis au maaser quand il éclot au cours de la 6e année, qui est cueilli dans la 7e, ou bien lorsqu'il éclot au cours de la 7e année, qui est cueilli dans l'huile, parce que c'est un fruit dont à la fois pousser et être cueilli dans des circonstances et jeté au maaser pour être soumis à cette obligation. Bon, on est d'accord. Rabbi Shimon pense, comme Rabbah, quand ton degré d'abondance suscite de diligenter le fruit du maaser, c'est pourquoi il dispense les trogim de la 6e année cueillis dans la 7e. Alors, c'est super clair, mais se rappeler de toutes les opinions, c'est très difficile. Là, vous êtes complètement, on va dire, sans filet. Vous n'avez pas forcément le livre devant vous. C'est vrai que rien que de lire le commentaire pour faire ce grand résumé, bon, ça permet de se rappeler tout ce qu'on a fait avant. C'est vrai que le top, c'est d'apprendre ce qui a été fait avant et d'être capable de le répéter en ayant clairement toutes les opinions des uns et des autres dans la tête. Bon, ça, c'est le plus dur à faire en Gemara. Bon, alors, on va achever cette discussion à propos du Hétrog et de l'année du Hétrog avec ceci. On a en fait, donc, à propos de cette année du Hétrog, Itemar, il a été dit, Rabbi, alors on a une dernière opinion finalement. Hein. Alors dans la vidéo d'avant, je vous avais parlé de plusieurs couples de rabbins, où quand l'un il dit quelque chose, il y a l'autre qui dit autre chose. Eh bien, voilà un nouveau couple. Alors, on avait Rabbah et Abaye, on avait Beth Shammai, Beth Hillel, on a Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer. Ici, on a Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors, justement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Omre Tarvayehu. Alors, là, pour le coup, ils disent la même chose. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, on dit tous les deux, Etrog bat Shishim Shenirnesa la Shvi'it. L'étrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année, l'Erolam Shishit, est en tout point de vue considéré comme la 6e année. Bah tiens, on a déjà vu cette opinion, d'accord? Donc c'est l'avis d'Avtolmos, tel qui a été défini par Rav Hamnuna. Ok. Bon, il suffisait d'aller revoir. Second enseignement relatif à un tel étrog. Alors, deuxième chose qu'ils nous apprennent, c'est quoi? Ki ata Ravin amar Rabbi Yochanan. Donc en fait, ça c'est la première chose qu'ils disent. Il y a une deuxième chose maintenant. Qui ata Ravin amar Rabbi Yochanan. Quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, donc Ravin, un autre rabbin, ça se lit ravin, qu'on pourrait lire rabbin en fait, ou rabbin, c'est marrant ça. Alors quand Ravin est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, alors quand il est venu d'Eretz Israël en Babylonie, ça veut dire que c'est un rabbin qui appartenait à une école qui était en Israël, et ensuite il est arrivé en Babylonie, et il a expliqué les choses aux Babyloniens, qui sont ceux qui ont écrit la Gemara, hein, les Juifs de Babylonie. Etrog bat shishim shenichnesa la shvi'it. Le Etrog de la 6e année qui rentre dans la 7e année, afilu kazaït venaase kikar. Même s'il était de la taille d'une olive,
dans la 6e année, donc, et a atteint la taille d'un pain dans la 7e année, Chayavin alea mishum tevel. Quiconque en mange est coupable de transgresser l'interdiction de tevel. Alors, tevel, l'année d'un étrog se définit par rapport à l'éclosion. En ce qui concerne la Shemitah, le fruit n'est donc pas voué à l'abandon et il est soumis au Maaser. Donc Tevel, c'est le produit de la Shemitah. Et ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici qu'il aurait eu la taille d'une olive, c'est-à-dire à peine il bourgeonne comment on appelle ça, le hétrog, et il atteint la taille d'un pain, et comme je vous ai dit, le hétrog, ça absorbe. Là, donc quand il dit un pain, il faut imaginer la taille parce que j'en ai déjà vu, la taille d'un melon jaune même parfois. Vous avez déjà vu les gros melons jaunes ou les melons espagnols, et parfois ils peuvent être très gros. Sachez qu'un hétrog des fois peut atteindre ce type de taille. J'avais vu une fois un hétrog qui avait la taille d'une bouteille d'1 litre en hauteur, d'accord, et en largeur. Imaginez un petit ballon, quoi. Ok, donc il nous dit ici, il démarre avec une taille d'olive, il arrive à la taille d'un pain, et malgré tout, quand tu l'as cueilli la 8e année, alors non, il avait atteint la taille d'une olive dans la 6e année, donc il a commencé à pousser dans la 6e année, et il a atteint la taille d'un pain dans la 7e année. Eh bien, quiconque en mangera est coupable de transgresser l'interdiction de Tevel, ce qui veut dire que si tu l'accueilles la 7e année, théoriquement, je comprends pas pourquoi il nous dit que si. Alors je comprends pas, le Rashi nous dit, car l'année d'un étrog se définit par rapport à l'éclosion. Mais là, il a éclos la 6e année, il n'a pas éclos la 7e année. Parce que Tevel, c'est par rapport au Maaser. Donc c'est moi, autant pour moi, tous ceux qui connaissent ont vu l'erreur. Tevel, c'est le Maaser. C'est-à-dire que tu as oublié de faire le Maaser dessus. Tu as mangé un fruit avant de choisir les fruits du Maaser. Donc il te dit que tu es obligé de faire le Maaser, pas la Shemitah. Donc en fait, la transgression, ce n'est pas celui de la Shemitah, mais c'est celui de Tevel parce que tu n'as pas fait le Maaser. Or, si tu fais le Maaser, c'est que tu considères bien que tout va selon l'éclosion, même pour le hétrog, donc, et non pas selon la cueillette. Donc on voit ici que Ravine, il pense ici que donc un hétrog qui rentre dans la 6e année et qui rentre dans la 7e année, même s'il atteint la taille d'une olive, donc voilà, pour eux, tout ça, veut dire qu'ils sont soumis en fait au Maaser, et ils n'ont pas la 7e année l'obligation d'être évacués, etc. Bon, voilà, c'était pour clore le sujet. On a appris que tous ceux qui avaient cette pensée sur ce sujet-là, bien précis. Alors à présent, la Gemara, on va passer maintenant à une règle qui est celle du hétrog, qui est celle, donc on passe de la règle du hétrog à la règle générale. La règle générale pour les arbres en général. Donc ce qu'on vient de voir, c'était un cas particulier, celui du hétrog, parce qu'il ressemble dans sa manière de pousser un petit peu aux légumes, et on lui a donc appliqué à plusieurs reprises la règle du légume. Donc comme on a vu, des fois il va selon la Shemitah, c'est-à-dire selon l'éclosion pour la Shemitah, ou selon la cueillette pour les uns ou pour les autres. Pour le Maaser, il va selon la cueillette pour les uns ou pour les autres. Je peux pas vous redire qui a dit quoi, parce que je ne me rappelle pas, je vous avoue, ça fait beaucoup d'un coup. Alors, allez, on va passer à une autre vidéo, parce qu'on va passer au cas général, et le cas général, on va vous le faire dans une nouvelle vidéo. À la prochaine.